Bonjour à tous. Après toutes ces pointures qui sont passées devant vous, je vais essayer de faire une présentation un peu plus légère. C'est toujours difficile de passer en dernier. On a un peu sommeil, on a pris beaucoup d'informations. Donc le gros avantage que j'ai pour moi aussi, c'est qu'ils ont présenté énormément de données. Donc je vais essayer de me servir de ces données. Moi, je vais vous présenter beaucoup de photos. Je vais vous présenter des choses assez simples. Ce sont des choses que je présente auprès de viticulteurs, d'agriculteurs que j'accompagne aux installations d'irrigation ou... je suis trop loin ? Au niveau des installations d'irrigation ou aux accompagnements auprès d'irrigants qui ont déjà commencé à utiliser l'eau. Donc, très rapidement, 3 petits points pour vous casser quelque chose qui ont été bien expliqués ce matin. En premier, il n'y a pas d'innovation qui vont vous révolutionner l'irrigation. Tout ce qu'on va vous présenter aujourd'hui et tout ce qu'on parle, ça fait déjà depuis plusieurs années que ça existe. Pas forcément en France, mais si on regarde les autres pays du monde qui produisent de la vigne, on va dire que 90% sont irrigués. Ensuite, on en a parlé ce matin, l'irrigation n'est pas la solution au changement climatique. C'est un outil supplémentaire. Il ne faut pas penser que si on a l'eau, on a tout résolu. D'accord ? Et ensuite, on va voir que l'irrigation, lorsqu'elle est mal menée, lorsqu'elle est mal gérée, elle va être contre-productrice d'un point de vue agronomique et d'un point de vue économique. Il faut bien y penser. Une installation d'irrigation, ce matin on a eu des coûts au niveau de l'eau de réutilisation, mais une installation d'un système d'irrigation, il faut toujours penser qu'il va y avoir le matériel, le coût de l'eau, le coût de l'énergie et la maintenance. Vous allez entendre le mot maintenance plusieurs fois dans ma présentation. Donc quelques rappels sur l'irrigation. L'irrigation, depuis que l'homme travaille en société, on va dire qu'il y a de l'irrigation. Juste pour reprendre quelques publications, la FAO publie des schémas d'irrigation depuis 85, même voire plus anciennes. Et au niveau de l'irrigation en viticulture, lorsqu'on va parler de goutte à goutte ou de micro-aspersion, ça n'a pas changé. Là, c'est une publication de 85, toute une série qui a été publiée par la FAO. Il y a eu des publications au préalable, c'était toujours le même système. On a une source en eau, qui peut être diverse. On va avoir un régulateur de pression. Un filtre très important, un manomètre ou un contrôle de ce qui se passe sur ma parcelle. Les sources, on en a parlé très rapidement ce matin, il peut y en avoir diverses, c'est sujet à discussion, mais il faut penser qu'on en a parlé de pas mal. Je vous présente juste la dernière, le dessalement. Ce sont des solutions qui existent déjà dans certains pays. Au Mexique, ils irriguent de la vigne avec de l'eau de mer, qui passe préalable dans ces systèmes de dessalement, mais ça existe. L'irrigation au goutte à goutte, c'est celle qu'on voit le plus souvent en viticulture. Je vais y revenir très rapidement. Ici, c'est une exploitation en Espagne, à Soria, 1000 mètres d'altitude, moins 15 degrés en plein hiver, plus 45 en plein été. Ils ont besoin de l'eau pour faire produire leur vigne. Vous voyez qu'il y a de la pente. Donc, on a des systèmes d'irrigation qui sont adaptés pour la pente, le plat, les longues distances. Les types de goutteurs existent depuis très longtemps. Ils n'ont pas évolué, en fait. Il y a eu des petites améliorations au niveau de la technique. Il faut penser que les premiers goutteurs ou les premières lignes d'irrigation, elles datent des années 60. 1960. On les a évoluées petit à petit pour qu'elles soient de plus en plus précises et pour qu'elles puissent travailler à de basses pressions. Mais ça fait aujourd'hui 62 ans que ça existe en gros. Ce n'est pas si vieux que ça, mais ça n'a pas énormément évolué. Ça a pu fonctionner grâce à la révolution, on va dire, du plastique. Les matières plastiques ont permis ces systèmes d'irrigation, mais il n'y a pas eu énormément de choses améliorées à ce niveau-là. Lorsqu'on va parler de goutte à goutte, il faut toujours regarder le sol. D'accord ? C'est ce que j'explique aux viticulteurs, aux agriculteurs en général que je suis. Les sols vont se comporter de manière différente et en fonction du temps d'irrigation que l'on va apporter avec un système de goutte à goutte, n'importe lequel qu'il soit, on va avoir une vitesse de pénétration de l'eau dans le sol. Et là, l'outil le plus simple, c'est une tige à béton. On prend une tige à béton et on regarde jusqu'où elle s'enfonce. D'accord ? Donc, il va falloir faire ça. Et si on veut aller un petit peu plus loin, ce sont les fosses pédologiques. Si on ne fait pas de fosse pour un système d'irrigation, on va, à peu près dans 95% des cas, se planter.
Ensuite, on va avoir un autre système d'irrigation, c'est le goutte à goutte enterré. Alors on en parle beaucoup, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? C'est très bien, ça fonctionne très bien, ça économise énormément d'eau. Par contre, ça demande une grosse maintenance. D'accord? Comme le système de goutte à goutte précédent, il va toujours falloir des contrôles. Pour ça que j'ai apporté ici, c'est l'outil principal de l'irrigation correcte. C'est juste un compteur d'eau. Avec ça, il faut penser que ce n'est pas juste pour vous faire payer l'eau que vous allez consommer, il faut regarder la quantité d'eau qui passe. Et si à côté, vous le couplez avec un enregistreur qui va vous dire la quantité d'eau qui passe toutes les heures sur votre parcelle, vous savez exactement si vous avez des fuites ou si vous avez des colmatages. C'est l'outil de base. 83 €, et celui-là, ça peut être variable. Mais on peut trouver des data loggers qui vont enregistrer, on fait le relevé sur le terrain à moins de 200 €. Pour 300 €, j'en ai pour 25 ans. D'accord? Et là, je vais contrôler toute l'eau qui passe, que ce soit en irrigation en aérien ou en goutte à goutte. Là, ça a disparu. Voilà, donc le goutte à goutte enterré, il faut que ce soit bien installé. Pas tous les sols sont aptes. Il faut surtout une bonne maintenance, une bonne filtration. On va venir à surveiller les avantages, bon, vous le savez, le travail du sol, les sangliers, les chevreuils, les chasseurs aussi, qui accompagnent souvent ces bêtes-là. Donc, on va venir, au niveau de notre système d'irrigation enterré, faire des sorties. Ici, vous voyez, c'est un nouveau type de sortie enfin, c'est pas nouveau, mais ça se développe maintenant de plus en plus dans le sud de la France, où c'est une ligne de goutteurs enterrés qui se termine par une ligne en aveugle, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de goutteur sur cette ligne et qui ressort le long d'un piquet pour qu'on puisse faire le flush, c'est-à-dire le nettoyage de la ligne d'irrigation une par une. Jusqu'à présent, c'était un contre-peigne, donc on ne savait pas si on avait des lignes d'irrigation qui étaient bouchées ou pas. Avec ce système-là, on peut venir avec notre manomètre, on va venir contrôler la pression que l'on a en fin de ligne. C'est un système très pratique. C'est un coût. Il faut penser que l'irrigation, c'est un coût. On verra peut-être par la suite que c'est... si on ne veut pas dépenser d'argent, il ne faut pas faire d'irrigation. La micro-aspersion, Jean-François en a parlé très rapidement ce matin. La micro-aspersion, en France, c'est interdit pour l'irrigation. On l'utilise pourtant en Italie, en Espagne et dans d'autres pays. Elle a un double avantage, c'est qu'on va l'utiliser contre le gel. Et on a vu avec les présentations de ce matin que le changement climatique, ce n'est pas qu'un manque d'eau, c'est aussi des problèmes de gel. La micro-aspersion actuelle, alignée sur le rang, va nous permettre de faire augmenter la température du bourgeon, donc éviter le gel à un moment, et à certains moments, on va pouvoir l'appliquer sur le feuillage, lorsqu'on a des coups de chaleur, par exemple. Ce n'est pas tout à fait le même fonctionnement que le goutte à goutte, mais les coups de chaud, les coups de chaleur, avec un système par micro-aspersion, par brumisation pratiquement, on va permettre de baisser la température et éventuellement limiter les coups de chaud. Donc il faut y penser, c'est une solution. Maintenant, on peut arriver à des débits à peu près de 10 à 12 mètres cubes hectares suivant les installations. Ensuite, on va avoir la micro-aspersion sous le rang. Ça, en France, j'en ai jamais vu. C'est des publications côté espagnol. Ça marche très bien, mais vous voyez le type de bestiole que c'est. Là, les sangliers, ils se régalent, ils voient un petit peu d'eau, ils y vont, ils mangent. Et après, au niveau de la maintenance, vous allez avoir un énorme travail. Tout ce que l'on a vu jusqu'à présent, ce sont des systèmes qui vont demander une grosse filtration. Et en fait, c'est le point clé de notre bon fonctionnement, de notre outil irrigation. On a vu que les gouttes à gouttes, c'était ancien. Il y avait une petite évolution, ils sont autorégulants, anti-filtrants. Voilà. Il y a plein de sigles qui vont derrière. Il faut choisir le correct. Et ensuite, les améliorations qu'il y a eu principalement, c'est au niveau des systèmes de filtration. Maintenant, tout est connecté avec un téléphone. Alors, pour moi, ça ne fait pas partie des nouvelles, on va dire, ça fait partie des nouvelles technologies, mais ce ne sont pas de nouvelles technologies en irrigation, puisqu'il y a des systèmes qui fonctionnent très bien. Ça, c'est un autre exemple côté espagnol. Une installation qui a plus de 20 ans, 98, la Coupe du Monde, 25 ans donc. Et là, vous voyez, l'entrée d'eau se fait par la partie gauche. Il y a un hydrocyclone qui va enlever tous les gros cailloux. Et ensuite, on a deux filtres. Pourquoi il a mis deux filtres? Parce qu'il sait que sans son irrigation,
il ne peut pas faire fonctionner son vignoble ou ses fruitiers. Dans ce cas-là, il a les deux, il a la vigne et fruitier. Et tout est fait manuellement. Il a les alertes, il voit au niveau de ses manomètres. Vous voyez, il y a les manomètres à différents endroits. Lorsque le delta des 2 manomètres d'entrée et de sortie sont trop importants, nettoyage d'un filtre. Qu'est-ce qu'il fait? Le bypass, il fait passer son eau de l'autre côté et il peut nettoyer son filtre. Là, il n'y a pas besoin de beaucoup de technologie, c'est juste de la présence de personnel. Hier, en venant sur Toulouse, j'ai fait 2 visites de domaines, les deux entre 50 et 70 hectares qui vont se mettre à l'irrigation. Première question que je leur ai posée, est-ce que vous avez pensé au coût de personnel? Ce n'est pas parce que tout est automatisé qu'on va vous vendre un système d'irrigation automatisé qu'il ne faut personne. La maintenance sur un système d'irrigation est primordiale. Très rapidement, l'irrigation déficitaire contrôlée, on va rentrer là dans les techniques d'irrigation. On a vu avec le professeur Deloire et Simoneau un petit peu tout ce qui peut se faire. Donc on va partir sur une irrigation normale qui se fait comme ça. Suivant les stades phénologiques et les objectifs de production, on va pouvoir limiter l'irrigation à certains moments. On va la diminuer pour diminuer le bulbe. Le désavantage de faire ce système-là, c'est qu'on va pouvoir concentrer les racines à un endroit. Un autre type de... juste pour vous dire que l'irrigation déficitaire contrôlée en vigne n'est pas jeune. Moi, lorsque j'ai commencé ma thèse, c'était sur les arbres fruitiers, c'était pas sur la vigne, mais dans le groupe de recherche, on travaillait déjà en 97 sur l'irrigation déficitaire en vigne en Espagne, à Reimat, et c'est à 350 km en vol d'oiseau d'ici à peu près, peut-être un peu plus. Et lorsque vous regardez là le schéma de droite, ça nous explique, ça reprend quelques idées qui ont été exposées ce matin, et on va appliquer des irrigations déficitaires à certains moments où la vigne en a moins besoin en fonction de notre demande, de nos besoins, pardon. Le partial root drying, en fait, on va venir irriguer la zone racinaire un coup d'un côté, un coup de l'autre. Ce qui va faire que la vigne va fonctionner de la même manière. Et comme l'a expliqué le professeur Simoneau ce matin, vous avez vu que les stomates à moitié fermés consomment moins. Donc, voilà, ça fonctionne de cette manière-là. Le désavantage de ce système, c'est qu'il faut une double ligne d'irrigation. Donc, il y a un coût. Voilà, des exemples qui reprennent des études qui sont faites en Espagne. En France, on en voit très peu. Ce n'est pas forcément le plus utile pour les agriculteurs, pour les viticulteurs. Et ensuite, une nouvelle, on va dire, peut-être la dernière nouveauté qui peut s'appliquer en irrigation, en viticulture pour essayer d'optimiser l'utilisation de l'eau. Il faut penser qu'au tout début, lorsqu'on installait de l'irrigation en viticulture, on avait un îlot, on mettait un peigne et tout était irrigué de la même manière. On a vu ce matin qu'en fonction de nos objectifs et de nos variétés, on n'a pas forcément les mêmes besoins. Donc on a un petit peu évolué. Le même îlot, 3 variétés. On va passer à, pour chacune des variétés, un système d'irrigation. D'accord ? Ça, c'est une première évolution qui n'est pas négligeable. Il faut penser que la viticulture, l'irrigation en France est assez récente. Et sur les dernières études qui se font grâce aux imageries satellites, le NDVI, tous ces aspects-là, on peut maintenant faire, toujours en utilisant une double ligne d'irrigation, choisir des zones où notre vignoble est plus poussant ou moins poussant. Donc, 2 systèmes d'irrigation, 3 à 4, ça dépend un petit peu. Il y a des publications qui arrivent à faire avec des blocs de 15 mètres sur 15 mètres à peu près. Et on va pouvoir venir essayer de piloter notre irrigation afin que ça, que ça rende uniforme notre système, notre vignoble, à la fois au niveau du végétal et à la fois au niveau du fruit. Alors, automatisation et pilotage. Les technologies peuvent se situer ici. Mais lorsqu'on va commencer à travailler avec un nouveau irrigant ou une personne qui fait déjà de l'irrigation, il faut qu'elle soit consciente que l'automatisation a un coût et que ça n'enlèvera pas du personnel sur le terrain. Donc l'automatisation, il faut penser au temps qu'on va y consacrer, parce que tous les outils sont différents, les plateformes vont changer. La plupart du temps, les viticulteurs, les agriculteurs en général, en début de saison, ils nous appellent « Marc, c'est quoi le mot de passe ?» On a ce premier blocage. Et ensuite, lorsqu'on va aller récupérer les données sur le terrain, il faut savoir les interpréter. Hier soir, en discutant avec Nicolas à table pendant qu'il mangeait sa salade de petits fromages de chèvre, dont je ne me souviens plus le prénom, on a parlé des compteurs. Il m'a dit, mais tout le monde a un compteur volumétrique, c'est obligatoire maintenant.
Oui, c'est obligatoire, mais pas tout le monde sait lire les données. D'accord ? Kabeku, c'était ça ? Kabeku, ah, merci. Donc, il faut penser le temps qu'on va y passer, le type de matériel qu'on va installer et quelle quantité d'argent on va y mettre. Très souvent, avant de choisir un système d'automatisation, il faut faire de l'irrigation manuelle. Laissez la place pour votre automatisation, mais prenez en main votre système d'irrigation. Une fois que vous l'avez en main, vous pouvez l'automatiser. Si vous automatisez tout dès le début, vous avez à peu près 80% de chances de vous planter. Ensuite, au niveau des outils, on en a vu quelques-uns ce matin. Jean-François a présenté des sondes capacitives. Il existe 36 millions, enfin pas 36 millions, j'exagère, je suis né à Marseille, donc il existe énormément d'outils. On va pouvoir avoir le choix, mais c'est exactement la même chose. En premier, allez vous promener dans vos parcelles, observez votre sol. La tige à béton, c'est le premier outil, et le compteur, bon, c'est le premier outil, la tige à béton, c'est le deuxième. D'accord ? Ce sont les principaux outils. Pour tout ce qui est pilotage, il y a énormément de solutions. Il faut juste choisir celle qui vous convient le mieux et avoir le temps à lui dédier. On va avoir de la modélisation. On revient toujours sur la chambre à pression. Très peu de domaines là, non, mais il y en a quelques-uns qui se sont équipés au cours des dernières années, alors que ce sont des outils dans les pays du Nouveau Monde qui sont... enfin, Nouveau Monde, qui existe peut-être en nous, mais qui sont toujours très utiles. Maintenant, on va avoir des capteurs qui vont nous permettre de faire ce type de mesure en continu. Mais ça a un coût. C'est un coût non seulement matériel à l'achat, ça va avoir un coût à l'abonnement et ça va avoir un coût de personnel à l'interprétation. Il faut y penser. On ne part pas de suite dans de l'automatisation et dans du pilotage si on ne domine pas notre système d'irrigation. Je me répète, mais c'est obligatoire. C'est comme les prières, je ne sais pas qui en parlait ce matin. Voilà, bon, des données, d'autres types de capteurs. La formation. Alors ici, nous avions des professeurs qui ont parlé. On a énormément de données. On a énormément de données au centre recherche. Il faut penser que l'irrigation en viticulture en France, on n'en parle pas beaucoup. Hein. Pas que dans les écoles d'ingénieurs, dans les écoles techniques. Maintenant, on en parle un peu plus. Moi, j'ai fait mes études en Angleterre. Bon, on n'en parlait pas pour certaines raisons. Et ensuite, je suis allé faire ma thèse en Espagne. Et là, oui, on en parle. Et on en parle depuis les années 80. Donc, c'est peut-être l'actuelle révolution, parce que moi, parmi mes clients que j'ai, ce sont des viticulteurs qui n'ont jamais été formés à l'irrigation et qui ont cette demande-là. Là, aujourd'hui, c'est bien parce qu'on a des IUT. Moi, je viens d'un IUT aussi. On ne nous a pas parlé d'irrigation quand j'étais en France. D'accord ? La formation de personnes qui veulent irriguer est primordiale, à la fois pour savoir les quantités d'eau qu'il faut apporter, ça va varier en fonction du domaine, des objectifs de production, mais surtout pour l'entretien du matériel. Si on n'est pas formé là-dessus, on se plante. D'accord ? Donc pour moi, lorsqu'Éric m'a demandé, on va parler de nouvelles technologies en irrigation, je descendais en Espagne, je me suis dit, ce que je vais voir là-bas, si je le ramène en France, il y a certaines choses qui vont être des nouveautés fantastiques. Mais ça fait 30 ans que ça existe. Par contre, la formation, le besoin de connaissances qu'ont les agriculteurs, les étudiants, les nouveaux irrigants, c'est fantastique. Et c'est très bien qu'au niveau des ASA, il y ait une obligation de formation. Déjà, on va éviter énormément d'erreurs à l'installation. Tout à l'heure, j'en ai parlé avec des gars de Netafim, on en a parlé avec Alain Deloire hier soir. Faut faire très attention à l'installation. Quand on va partir sur une installation, moi on a des aides pour 12 hectares, je vais mettre 12 hectares. Oui, doucement. Tu as du monde pour 12 hectares ? Prends ton temps, mais en 4, regarde comme ça fonctionne. C'est pas évident. C'est tout simple d'ouvrir un robinet, de voir que ça goûte. Où on a le plus d'erreurs, c'est à partir de la 3e ou 4e année, on voit que ça goûte. Et lorsqu'on va faire des mesures juste avec un compteur volumétrique, on peut avoir jusqu'à 60% d'erreurs entre ce qu'on pense que l'on applique et ce que l'on a réellement appliqué. Juste pour vous dire ce chiffre, retenez-le, si vous voulez. Rapide synthèse, je ne sais pas où j'en suis du temps. Là maintenant, c'est la clé d'une irrigation correcte. Une petite photo d'un système d'irrigation installé, c'est magnifique, il y a 4 filtres en batterie, voilà. Par contre, à droite, il y a une chute de 2 mètres et le filtre du dessous, il ne sera jamais démonté. Même si on nous dit que c'est de l'auto-nettoyant, il faut démonter les filtres et les nettoyer.
parce que si le contre-lavage se met en route toutes les 10 minutes, pendant 2 minutes, il vous gaspille de l'eau. Toutes les 10 minutes, c'est-à-dire que dans 1 heure, il perd 10 minutes d'irrigation et il jette de l'eau pendant 10 minutes. Et ça va s'empirer. Et lorsque vous allez dire « Ah ben là, j'ai du colmatage, alors là, la grille, ça a percé, et on s'en aperçoit quand nos goutteurs ne coulent plus. C'est trop tard. » Donc, ici, sur une bonne installation, les batteries de filtres devaient être installées, qu'elles soient pratiques à utiliser, comme on a vu sur le cas espagnol précédemment. Parfois, on a tout le système installé pour faire de la maintenance. Ici, on a un raccord pompier à droite. On peut débloquer. Par contre, la vanne, elle a été ouverte, mais vous voyez la fissure. Alors, je ne sais pas, le pointillé, le pointeur. Vous le voyez? Je ne le vois pas, moi. C'est pas bon. En fait, c'est vraiment la fente que vous voyez au niveau central. Donc là, c'était prévu pour faire une bonne maintenance. C'est juste démancher un morceau, le mettre au garage ou le protéger. Et là, double coup. Il faut que je change la vanne manuelle. Mais pour changer la vanne, il faut que je démonte tout, que j'aille en acheter une autre. Donc le coût, il est double. Et surtout, lorsqu'il va mettre la borne en pression, si on ne fait pas la visite sur le terrain, si on ne fait pas ces vérifications, là, il y a tout qui pète. C'est sur de la terre, il va se régaler, le gars. Donc, il faut penser à la maintenance. Voilà. Un système d'irrigation manuel ou automatisé sans maintenance, en 3 ans, ça ne sert pratiquement plus à rien. On a parlé d'irrigation de précision, on va faire de belles choses. Ce que j'explique à tous les agriculteurs, et pas qu'en viticulture, c'est que sans maintenance, un système d'irrigation tout automatisé, tout beau, tout fantastique, il ne vaut plus rien. Lorsqu'on va irriguer avec de l'eau qui n'est pas filtrée, qui vient d'une rivière, ah ouais, mais l'eau elle est claire ici, ok, on a des orages, une eau boueuse, on met en route, tout notre limon y passe, tous nos goutteurs sont bouchés, on a pour 2 000 € à tout changer, juste en matériel, plus le coût de personnel. Donc il faut y penser à tout ça. Et il y a un autre coût qu'on ne voit pas, c'est tout ce qui se passe dans le sol. Je vais finir avec cette photo. Voilà. Ça, c'est au cours d'une installation d'irrigation. Faites très attention. Là, c'était pour les premiers traitements. Les réseaux enterrés, les premières lignes avaient été mises en place. Il avait plu, c'était sec sur le dessus. Un vendredi après-midi, le gars, il part traiter, il se plante. Quand au tout début, je vous disais que l'irrigation a un coût, il faut penser à tout. D'accord ? Ça, c'est un cas extrême. On n'en voit pas tous les jours. Mais il faut penser que ça peut arriver. D'accord ? Parce que lorsqu'on va poser des canalisations importantes, lorsqu'on va reboucher, c'est pas damé, il ne faut pas écraser les lignes, et il faut être sûr qu'on peut passer avec le tracteur. Donc, moi, je recommande toujours les gens qui sont pressés d'irriguer, si vous êtes en bio, si vous avez des traitements à faire, si vous avez des risques phytosanitaires, privilégiez les traitements avant l'installation de l'irrigation. Avec un traitement loupé, vous loupez votre saison. Avec une irrigation loupée, vous ne louperez pas votre saison. Donc faites attention à l'heure ou au moment où vous allez ouvrir vos tranchées. Et je finis ici. Je vous remercie pour votre attention.